Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et dans les meilleures situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Surtout en vous y abonnant en masse et pour être informé très rapidement et en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 108e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait désormais discussion entre nous et à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Magharibia fait un petit retour en arrière, une petite rétrospective dans l'histoire, en nous rappelant quelque peu cette Algérie qui proposait autrefois aux Nations Unies, à l'ONU, de diviser le Sahara marocain en le partageant avec le Polisario. Bien que cette Algérie affirme ne pas être une partie prenante dans tous ces discours et dans ce conflit du Sahara marocain, créé justement par cette Algérie, dans les années 2000 ici, son régime avait fait une proposition suggérant de diviser les provinces du sud marocain entre le Maroc et ce front Polisario. Et Alger avait aussi, par le passé, proposé à ce que l'Organisation des Nations Unies administre elle-même ce Sahara marocain, le monde à l'envers. Mais aujourd'hui, cette Algérie-là est en faillite déclarée puisqu'elle fait la quête auprès de ses ressortissants à l'étranger pour joindre les deux bouts. Et cela doit rester sous silence radio. Et personne ne doit en parler. Et surtout, personne ne doit être au courant de cette misère et qui plus est, un appel lancé aux médias afin de ne pas dramatiser davantage encore la situation, malgré la crise alarmante de cet oxygène qui manque drastiquement en cette période de Covid-19 dans ce pays en pleine dérive. Alors que, paradoxalement, lorsqu'un pays perce à l'intérieur de ses frontières et même de son continent d'origine, l'on devrait plutôt, et par principe, s'en féliciter, s'en réjouir dans une configuration d'une Afrique où les amis ne pourraient en principe que lui vouloir du bien. Et pourtant, et nous verrons cela durant cette séquence, le long de cette séquence. Mais revenons-en à ce petit retour en arrière dans l'histoire maghrébine, lorsque cette Algérie proposait aux Nations Unies, à l'ONU donc, de diviser le Sahara entre le Maroc et le Polisario. En effet, fin des années 90, les Nations Unies arrivent à la conclusion selon laquelle une mise en œuvre du plan de règlement du Sahara marocain
basé sur un référendum conduira à deux choix: l'intégration du territoire au Maroc ou son indépendance. Mais l'ONU fera vite face à l'impasse en raison des profondes divergences entre justement ce Front Polisario et l'Algérie d'une part et le Maroc d'autre part concernant les personnes qui ont le droit de vote. En juin 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte une proposition d'un certain James Baker, alors envoyé à cette époque-là, envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara marocain. Un accord cadre qui évoque l'exercice par les Sahraouis du pouvoir dans la province par l'intermédiaire d'organes exécutifs, législatifs et judiciaires. Et selon le plan de ce James Baker, le Maroc garde l'autorité totale sur les relations extérieures. Et 5 ans plus tard, le statut du Sahara marocain devait alors faire l'objet d'un référendum à une date convenue par les deux parties. Seulement, pour qu'un électeur ait le droit de vote à ce référendum, il doit avoir résidé de manière permanente dans le Sahara marocain tout au long de l'année précédant le référendum. Et le Maroc était le premier à réagir à cette initiative. Au début de 2001, l'envoyé spécial a été en mesure de décider que le Maroc, puissance administrant le Sahara, était prêt à appuyer un projet d'accord, indique alors le secrétaire général de l'ONU dans un rapport sur la situation concernant le Sahara et qui a été publié le 23 mai 2003. Cet accord donc prévoit le transfert du pouvoir aux habitants du territoire, alors que le statut définitif de ce territoire doit être décidé par référendum. Mais 5 ans plus tard, l'indique Kofi Annan, lors il était secrétaire général de l'ONU. Et c'est alors que l'Algérie propose purement et simplement la division de ce territoire. On ne sait quelle mouche finalement a piqué les dirigeants de ce pays. Dans le même temps, le diplomate ghanéen a souligné que l'Algérie avait émis de fortes réserves quant à cette proposition au moment où le Front Polisario avait confirmé sa réticence à examiner le projet d'accord cadre. Et pour couper l'herbe sous les pieds du Maroc, l'Algérie propose alors, elle aussi, une solution. Selon le rapport du secrétaire général Kofi Annan, donc, sur la situation concernant le Sahara, publié le 19 février 2002, Alger avait suggéré que les Nations Unies assument la souveraineté sur le Sahara marocain afin d'appliquer les dispositions qui semblent identiques à celles du plan du règlement. Et l'envoyé personnel, James Baker, à ce moment-là, également, avis qu'il partageait que la proposition présentée par l'Algérie n'a pas plus de chance que le plan de règlement de déboucher sur justement un règlement rapide, durable et concerté du conflit au sujet du Sahara, ce que poursuit
Kofi Annan. Après sa proposition peu sérieuse et son refus à presque toutes les solutions proposées par l'ONU, l'Algérie innove en 2002 à son tour en faisant une étonnante proposition visant à diviser purement et simplement le territoire entre le Maroc et le Polisario. Mais selon cette proposition d'Alger, le Maroc récupère la province de Saqi al-Hamra, soit les 2 tiers de son Sahara, au moment où le Polisario héritera la province de Oued el-Dahab, soit 1 tiers du territoire, pour créer un pseudo-État indépendant. Et la réaction du Maroc ne s'est pas faite attendre, avec un niet catégorique à toute partition de son Sahara, comme indiqué par ailleurs dans le rapport du secrétaire général rendu public le 22 mai 2003. Et c'est ainsi que cette Algérie se substitue aux États-Unis pour prendre sa place. Et rien que ça, pardon, ce n'est que peu de choses. Et en avril 2002, les États-Unis d'Amérique soumettent alors au Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution adoptant l'accord cadre avec quelques amendements, ce qui a contraint l'Algérie à protester contre ce projet, bien évidemment. Et selon un article du journal Al-Sharq al-Awsat, le représentant d'Alger à l'ONU, un certain Abdallah Bali, a même adressé une lettre au président du Conseil de sécurité, l'appelant à abandonner purement et simplement le projet américain de résolution si la troisième option consistant à diviser le Sahara entre le Front Polisario et le Maroc n'était pas prise en compte. Et ce diplomate algérien a même exhorté les 15 à envisager une solution politique au problème du Sahara marocain, exprimant la volonté de l'Algérie d'examiner la proposition de diviser ce territoire de la région entre le Maroc et le peuple du Sahara. L'Algérie estime que cette solution sera juste car elle bénéficie déjà du soutien de certains pays, a-t-il déclaré à cette époque. À nouveau, les autorités marocaines ne resteront pas les bras croisés devant une telle proposition algérienne, puisque le gouvernement a estimé que l'Algérie, à travers cette proposition, met fin à l'illusion qu'elle a elle-même créée à propos de l'existence d'un soi-disant peuple sahraoui. Les propositions algériennes sèment le trouble dans la région, sont une source de nouveaux conflits et constituent un danger sans précédent pour un continent africain déchiré par la guerre, a déclaré le gouvernement marocain de l'époque. Les autorités marocaines ont réitéré leur rejet catégorique de toute solution n'incluant pas le respect de l'unité de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ajoutant que les propositions de division constituent une nouvelle conspiration contre l'intégrité territoriale du royaume marocain. De son côté, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations Unies à cette époque-là, Mohamed Bennouna, avait déclaré que le petit président algérien, cet abbé, a présenté cette idée de division, entre guillemets, au nom des séparatistes, ne l'oublions pas, notant que la proposition algérienne vise à créer un petit État sous la protection
et le parrainage de l'Algérie qui cherche désespérément une issue vers l'Atlantique. Mais aujourd'hui, cette Algérie-là a déclaré une totale faillite, puisqu'elle fait la quête auprès de ses propres ressortissants à l'étranger pour joindre justement les deux bouts. L'Algérie d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. La prospérité d'hier a versé vers le misérabilisme. En effet, le consulat général d'Algérie à Genève vient de rendre public un communiqué des plus surprenants appelant à la charité des ressortissants algériens résidant en Suisse pour venir en aide à leur pays éreinté par la gestion calamiteuse de la crise sanitaire du coronavirus. Dans ce communiqué urgent, l'Algérie lance un appel à la générosité de ses ressortissants résidant en Suisse désireux d'apporter leur contribution financière ou matérielle afin de sauver des vies. Et oui, sauver des vies et soigner les patients atteints de Covid-19 dans un pays qui se prétendait et qui se targuait d'avoir le système de santé le meilleur d'Afrique, si ce n'est du monde. Et s'il est tout à fait naturel et humain que la solidarité s'exprime ici et s'organise en temps de crise et de difficultés, en l'occurrence celle que nous vivons aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que l'appel à la charité publique d'un pays pétrolier aux riches ressources d'hydrocarbures et qui ne cesse de se targuer lui-même de posséder le meilleur système de santé, donc en Afrique, voire du monde, reste un fait inédit. Et le communiqué alarmiste du consulat algérien est d'autant plus surprenant que le pays s'obstine à dépenser des milliards de dollars pour l'achat, devinez de quoi? Eh bien, l'achat d'armes et d'équipements militaires pour mater la colère de la rue, entretenir le lobbying anti-marocain à travers le monde et financer les milices terroristes du Polisario, bien évidemment. Et selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ce fameux CIPRI, les dépenses militaires de l'Algérie durant l'année 2020 ont été estimées à quelques 9 milliards 700 millions de dollars, presque 10 milliards de dollars, la classant en tête des pays africains dans la course à l'armement. Et pourquoi? On le sait, pour satisfaire ce régime militaire de ces vieux caporaux. Et pas besoin de rappeler dans ce même contexte combien de milliards le contribuable, surtout algérien, dépense pour la cause perdue d'un peuple chimérique, créé de toutes pièces par ces grabataires du régime, dans le seul but de déstabiliser le Maroc, mais sans y parvenir. Le peuple algérien, y compris la diaspora vivant à l'étranger, à qui on demande l'aumône aujourd'hui pour renflouer les caisses, désormais vides, les caisses de l'État, en cessation de paiement, n'oubliera pas les centaines de milliers d'euros dépensés pour payer les frais d'hospitalisation, de transport et de séjour clandestin
sous une fausse identité en Espagne d'un certain chef des séparatistes du Polisario, un certain Brahim Ghali, alias Bambotoche, sans oublier tous ses accompagnateurs, également sous fausse identité et surtout des vrais faux papiers. La diaspora algérienne, appelée à la rescousse aujourd'hui, n'est pas prête non plus d'oublier le refus de son pays de rapatrier des milliers d'Algériens restés bloqués en Europe et ailleurs dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Plusieurs d'entre eux, devenus des SDF, oui, vous avez bien entendu, sont devenus des SDF sans domicile fixe en France, passer des heures à faire le pied de grue devant leur ambassade à Paris, alors que d'autres avaient élu domicile tout simplement à l'aéroport de Roissy. Et nombreuses pétitions ont été signées, des organisations des droits de l'homme ont été saisies, mais les autorités algériennes ont continué à faire la sourde oreille et la banqueroute de l'État est alors inévitable dans cette Algérie. Nous n'oublions pas tout de même, Algérie nouvelle. Et le peuple paye aujourd'hui un lourd tribut des choix politiques, sociaux, économiques du régime et la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus est purement et simplement catastrophique. Cette situation est aggravée par l'obstination de ce vieux régime d'investir dans l'économie et continue donc d'investir dans cette économie de la guerre et du chaos au lieu de celle de la vie. Le peuple algérien et la diaspora à l'étranger s'en souviendront certainement longtemps. Et tout cela demeure sous silence radio dans cette Algérie de ces vieux caporaux. Et personne ne doit être au courant, mis au courant de cette misère pour laquelle les autorités lancent ouvertement un appel aux médias afin de ne pas dramatiser la situation, malgré toute une crise qu'on entend ici et là sur les réseaux sociaux, ce manque d'oxygène. Le pays fait actuellement face à une flambée des cas de Covid-19 et une pénurie d'oxygène, scène de panique en Algérie. L'autorité algérienne de l'audiovisuel, cette ARAV, ARAV, a exhorté les médias à éviter de se concentrer excessivement sur les nouvelles négatives dans leur couverture de la crise sanitaire, au moment où l'Algérie connaît une flambée des cas de Covid-19 et surtout une pénurie d'oxygène. Dans un communiqué, cette ARAV a invité mercredi soir dernier les responsables des chaînes télévisées à s'acquitter de leur mission envers les téléspectateurs, en évitant de se concentrer excessivement sur les nouvelles négatives et les histoires tragiques liées à la contamination au Covid-19. La situation devient encore plus difficile à traiter. De telles informations ne peuvent que semer la crainte, la hantise et le désespoir au sein de la société. Et la situation devient encore plus difficile à traiter, a estimé cet ARAV. A-R-A-V. L'autorité juge indispensable de respecter les règles professionnelles, faire preuve de pondération dans la couverture et d'exactitude
dans la diffusion des informations ou des images, notamment lorsque les réseaux sociaux constituent une source principale d'information. Vivons heureux, vivons cachés. Mais alors, en ce qui concerne les amis de cette Afrique, lui veulent-ils vraiment du bien, surtout lorsqu'un pays perce à l'intérieur de ses frontières et de son continent d'origine? Et devrait-on plutôt s'en réjouir dans une configuration bienveillante? Eh bien, pour certains, la réponse est non, négative. Mais de quoi se plaint-on au juste? Elle date de novembre 2020 déjà, mais sort tout juste et avec force des tiroirs. Il s'agit d'une étude de 8 pages seulement, produite par un institut allemand des affaires internationales et de sécurité, Stiftung Wissenschaft und Politik, fondation de droit civil basée à Berlin. Pour rappel, c'est une des institutions de recherche les plus influentes dans son domaine, conseillère attitrée du Parlement allemand, recevant une subvention institutionnelle payée par le budget de la chancellerie fédérale allemande. D'emblée, le titre de cette petite étude, le titre donne le ton tout de suite, entre guillemets, rivalité maghrébine sur l'Afrique subsaharienne. 3 petits points de suspension. On se croirait dans une transposition mentale croisée sous forme de remake des rivalités européennes à la vieille ou à la veille de la conférence, d'une certaine conférence de Berlin. En long et en large, l'étude décortique la politique africaine du Maroc en comparaison systématique avec 2 autres pays du Maghreb, en la qualifiant de plus dynamique, de plus sophistiquée et de la plus progressiste des 3. Tout y passe. Le soft power et la visibilité internationale acquise par les livraisons d'équipements de protection made in Morocco à l'Afrique subsaharienne pendant la première vague de la pandémie de Covid-19. L'orientation sud-sud bien établie, englobant l'aide au développement, la politique éducative, dite pareillement sans égal, représentée en 2019 par l'accueil de plus de 17 000 étudiants d'Afrique subsaharienne. La politique migratoire, avec pour illustration l'octroi en 2014 déjà de permis de séjour temporaire à des dizaines de milliers de migrants irréguliers d'Afrique, une nouvelle fois subsaharienne. La diplomatie religieuse pour la formation des imams d'une dizaine d'États et le recours aux ordres soufis, dont l'influente Tijaniya, qui compte des millions d'adhérents en Afrique de l'Ouest. Mais c'est sans surprise l'économie, cette continuation de la politique par d'autres moyens qui ressort avec force, tiens, comme par hasard. Et pour cause, le Maroc est décrit comme un des plus grands investisseurs africains du continent et le plus grand investisseur africain en Afrique de l'Ouest, où les compagnies d'assurance, les opérateurs de télécommunications et les banques marocaines détiennent des parts de marché importantes, donc non négligeables. Sans oublier les technologies agricoles, les énergies renouvelables, les liaisons de transport maritime et aérienne
les infrastructures énergétiques dont le développement dépend d'États non africains, avec un intérêt porté au Maroc par des alliés non traditionnels, comme par exemple la Russie ou la Chine. Qu'un pays perce à l'intérieur de ses propres frontières, cela est une chose, mais de son continent d'origine, on devrait plutôt s'en féliciter, s'en réjouir dans une configuration bienveillante, n'est-ce pas? Mais alors de quoi se plaint-on au juste? Bizarrement, la mariée est trop belle, au point d'éveiller les ambitions d'une voisine et d'exacerber les tensions avec l'autre. Donc l'ascension du Maroc sur le continent, ajoute cette étude, pourrait être qualifiée de presque traumatisante pour l'Algérie, dont l'influence est considérablement affaiblie, où rien de comparable à la stratégie africaine du Maroc n'est observable et où les perspectives d'une émergence ne sont pas particulièrement bonnes, et surtout en ces derniers moments. En somme, une dynamique de la rivalité négative, sauf que le document ne nous dit pas en toute franchise pour qui elle est négative ou juste. Donc là, il y a une certaine subjectivité qu'on devrait mettre au service de l'objectivité. Cette rivalité maghrébine ne pourrait-elle se mouvoir un jour en concurrence saine si des acteurs exogènes ne manigançaient pas en y ajoutant leur grain de sable, propulsant et freinant à tour de bras, soit une réédition à destination du Maghreb de la manœuvre classique de la carotte et du bâton, comme si ce Maghreb ne souffrait-il pas assez. Et l'Union européenne est invitée en ce sens à contrecarrer le sentiment d'inutilité croissante de cette Algérie, à renforcer l'économie tunisienne et à relativiser les ambitions, excusez du peu, hégémoniques du Maroc sur la région. Rien que cela. Et pour punir celui qu'on désigne soi-même comme étant le meilleur dont le sort est de faire paraître les autres moins forts, tout en veillant à ce qu'aucune tête ne dépasse. Alors, si ce Maroc se développe, il faut persister avec un boulet au pied, représenté par l'atteinte à son intégrité sur fond de connivence. En langage politiquement correct, recommander à l'Union européenne de continuer à soutenir la ligne des Nations Unies, donc de l'ONU, sur la question du Sahara marocain, alors que la proposition marocaine d'un statut d'autonomie est une solution constructive pour toute la région qui aurait dû trouver là un meilleur soutien. Et puis, encore, que signifie ce concept d'hégémonisme? S'agit-il d'une intention manifeste de domination ou bien de l'expression des capacités de structures économiques et institutionnelles qui ont hissé les entreprises marocaines en Afrique en tant que leaders de leur secteur, donnant corps à un partenariat d'égal à égal? N'est-ce pas plutôt l'hégémonisme paternaliste obsolète du passé et des anciennes puissances impérialistes et leurs accords asymétriques envers les partenaires du Sud, qui plus est davantage centré sur l'exploitation des ressources du sous-sol
que de développement véritable qui leur font perdre autant de sympathie que de parts de marché. Suffit-il qu'un pays africain tente de prendre en main son destin et de montrer un quelconque rayonnement pour qu'on cherche ou qu'on recherche à lui planter un bâton dans les roues? Et dans ce cadre, il est prêté même à l'ancien chancelier Helmut Kohl cette phrase lâchée dans un cercle très restreint en 1987 déjà, selon laquelle il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser, ni à l'Occident de se laisser surprendre une deuxième fois, distrait qu'il avait été face au développement à l'époque de cette Asie. Par ailleurs, l'Allemagne est tout ce qu'il y a de plus hégémonique en Europe déjà, où elle mène la danse, où son essor est depuis longtemps considéré comme un facteur déstabilisant pour ses voisins, où les tergiversations de la crise de l'euro ont abouti à présenter les factures égoïstement et cyniquement aux plus faibles. Oserait-on alors pour autant pointer le déséquilibre, remuer la plaie sur l'aiguisement de la tragédie grecque et nous mêler de politiques internes orchestrées par la Troïka? Il faut dire que donner des leçons et distribuer des points est une marque déposée exclusive. De plus, qui sommes-nous, pauvres Africains que nous sommes, pour penser hors du cadre, pour agir en dehors d'une certaine Europe sans laquelle nul salut ne devrait être envisageable? La même a décrété qui est autorisé à se développer et à promulguer quand et comment entraver la marche. Tout cela, bien évidemment, assorti des apparences illusoires d'un désintéressement légendaire misant sur une coopération triangulaire et proposant aux retardataires, entre autres, expertise et savoir. Nous y sommes. Oui, nous y sommes. Il fallait juste l'exprimer sans passer par 4 chemins. Appelez cela, avec Nietzsche, une volonté de puissance, faisant fi des leçons de morale, ou plus prosaïquement, si vous le voulez, récapituler par la formule « ôte-toi de là que je m'y mette ». Mais gare au revers de la tyrannie hégémoniste, justement. Un sage comme le philosophe Thomas Hobbes aurait répondu qu'un absolu de puissance tue la puissance, tandis que vient à nous cette réplique, nous ne s'embarrassons ni de délicatesse, ni de bienséance dans la logique de la contestation nietzschéenne. La grenouille finit toujours par éclater. La grenouille qui s'est trop gonflée. Ainsi parlait un certain Zarathustra. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin notre entrevue d'aujourd'hui, tout en prenant congé de vous et en refermant la séquence, tout en espérant vous retrouver bientôt avec un immense plaisir à travers votre Ce qui fait débat, ou plus exactement ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un immense merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Et surtout votre participation à nous écouter jusqu'au bout
des séquences. Mais je viens vers vous, nous venons vers vous, pour vous demander de ne pas nous oublier, réciproquement surtout, et de ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos alentours, vos connaissances, afin d'y être informés le plus rapidement possible et en recevant les vidéos en primeur et surtout, mais surtout, en partageant ces séquences autour de vous et partout où vous vous trouvez. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة الأصدقاء. À bientôt.